Session numéro 9 de notre petite communauté des agents du changement. On a choisi de traiter ce mois-ci un thème qui, en tout cas pour moi, est honnêtement moins familier, qui est le design thinking, l'expérience utilisateur, et vraiment de discuter sur en quoi ça aide, en quoi ça n'aide pas la conduite du changement, en quoi ça influence la manière de faire la conduite du changement sur un projet. Et donc pour parler de ce sujet-là, donc on va intervenir. Vous êtes tous invités, bien sûr, à intervenir, et plus particulièrement, donc Mariam prendra la main pour illustrer l'approche de son cabinet sur l'aménagement, qui s'apparente beaucoup à du design thinking, même si on dialoguera à ce moment-là sur peut-être les petites différences par rapport à une approche complète de design thinking. Mais c'est déjà de cette famille-là. Fondamentalement, la démarche de design thinking est une démarche centrée sur la personne. C'est une démarche centrée sur la compréhension des besoins réels ressentis par la personne, et l'idéation de manière à imaginer tout ce qui serait possible, tester ce qui serait possible, déployer après test ce qui sera possible. Ça donne typiquement les 5 étapes traditionnelles qu'on a là à l'écran. Donc empathize, entrer en relation forte avec les parties prenantes. Ce schéma sort d'un petit guide blanc que j'ai mis d'ailleurs dans la conversation WhatsApp, et que je mettrai en lien avec la vidéo sur YouTube. Donc une première étape qui est vraiment d'entrer en relation avec les parties prenantes pour être capable de définir quel est réellement leur besoin. Et comme empathize est une action collective de l'équipe, l'étape de définition du besoin est aussi une étape collective, de manière à ce que chacun partage ses bouts de compréhension du besoin, et qu'on arrive à une vision partagée de ce qu'on cherchera à obtenir. Ce qui est important, parce que c'est sur cette base-là qu'on va pouvoir avoir un brainstorm et une idéation pertinente, et qu'on va pouvoir aussi avoir des indicateurs j'allais dire, la performance des solutions qu'on cherche à mettre en œuvre. Une approche qui est devenue assez classique, c'est celle du modèle Canvas. Et donc, en fait, on part de la droite du schéma, on part de la persona, en se posant la question: quelles sont ses attentes? C'est né d'une approche marketing, hein. Le modèle Canva est une approche de design de produit, ce qui va bien avec design thinking, mais on peut totalement l'aborder pour élaborer une solution projet, une solution organisation, etc. Donc, l'idée, c'est de commencer par se poser la question de quel est le rôle du client, et c'est par rapport à ce rôle qu'il remplit, quelles sont ses attentes et quels sont ses problèmes pour remplir ce rôle. Et donc, le brainstorm, dans un premier temps, est vraiment de ce côté-là. Et quand je dis le brainstorm, ce n'est un brainstorm que parce qu'on a d'abord été parler aux gens, écouter les gens, et c'est une démarche itérative. Si on se dit, tiens, il y a ça et ça comme besoin, on va aller sonder si les parties prenantes ressentent effectivement ce besoin. C'est important d'être clair sur le rôle, c'est important d'être clair d'abord sur qui est le client, qui est la persona qu'on veut aider. Et c'est une fois qu'on a fait ça, à travers la démarche de recherche de la solution dans la phase d'idéation, qu'on va travailler la partie gauche du schéma. Quel est le produit ou service qu'on va proposer? Et ce produit ou service, quel gain, quel bénéfice apporte-t-il? Quel problème supprime-t-il? Donc c'est une démarche extrêmement pragmatique qu'on peut faire tout seul, mais qui n'est vraiment beaucoup plus efficace avec des gens qui ont des mentalités différentes pour explorer ce qu'on pourrait offrir de manière différente. Donc un exemple de ça,
du modèle Canvas, c'est l'application du modèle Canvas à Airbnb. Donc, si on se projette sur une persona qui est le loueur, le rôle du client, bah, c'est quoi face à Airbnb? C'est de mettre en ligne des annonces et de gérer les réponses ou les questionnements des clients potentiels. L'attente du loueur, c'est d'avoir un complément de revenu, de comprendre quel est le choix autour de lui, quel est le prix pertinent, lui amener une expérience et une communauté qui lui permet d'être sécurisé dans son action, parce que les problèmes que le client, au sens ici du loueur Airbnb, c'est des problématiques de confiance, de risque de dégradation, de paiement, etc., etc. Donc voilà comment utiliser le modèle Canvas. On prend vraiment une persona et on l'explore collectivement. Et donc dans cette phase d'idéation, on va sortir quels sont les produits ou services qui font sens, quel est le projet qui fait sens, et pour ce projet, quels seront pour cette persona les gains et les problèmes résolus. Si on garde notre exemple de Airbnb, eh bien, le produit, ça va être la plateforme qu'on connaît plus ou moins les uns et les autres sur Airbnb. Les gains à l'utilisation, c'est que c'est simple de mettre un bien en place, c'est simple de recevoir une demande d'un locataire potentiel et c'est une offre de très nombreux locataires. On a accès à une plage de clients immense. Le fait de mettre choix très large et peut-être un tout petit peu misleading, ça serait probablement tout autant pour le locataire que pour le loueur. L'énorme intérêt face au problème de confiance, c'est les avis croisés, puisqu'on a bien des avis sur le loueur, mais on a aussi des avis sur les locataires, les garanties de paiement et les profils détaillés des locataires. Donc, vous avez un exemple de fiche Canva simple. Si on voulait faire un vrai travail pour décrire Airbnb et pour réfléchir à Airbnb comme il a probablement dû l'être à sa création, on aurait à minima deux fiches de ce type-là, une pour le loueur et une pour le locataire. Et c'est important, c'est au cœur même de la démarche de design thinking et du modèle Canva d'avoir autant de modèles de ce type qu'on a éventuellement de personas qui nous intéressent dans le projet. Une fois qu'on a des idées, elles sont forcément bonnes, mais enfin quand même, c'est pas si sûr que ça. Et donc la base du design thinking, c'est vraiment de prototyper toutes les idées. Prototyper toutes les idées, ça part de prototyper avec des post-it, avec l'équipe projet, avec quelques représentants des personas, faire un prototype au sens concret, un mini-site ou une simulation de site avec PowerPoint ou avec l'outil de fabrication d'une petite animation que vous préférez, voire faire des jeux en quelque sorte, et si vous vous souvenez, c'est ce que Mariam avait évoqué dans la séance sur la gamification. C'est vraiment un choix très, très ouvert de prototype, mais le prototypage est fondamental avant de faire quelque chose qui revient par nature beaucoup plus cher, qui est le test en grandeur la plus proche de la grandeur nature, avec une petite formule que j'ai trouvée sur le guide de Stanford que j'aime beaucoup, prototyper comme si vous aviez raison, mais tester comme si vous aviez tort, pour mettre en évidence les éventuelles difficultés. Dans le MOOC que j'ai suivi de l'Université de Virginie, de Dardenne, avec le professeur Jeannette Litka, pardon, elle résume ce cycle d'une manière que j'aime beaucoup. L'ampleur des vagues est autour de la divergence et de la créativité. On commence par se poser la question de quelle est la situation aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Donc un vrai travail de recherche papier et écoute des vrais gens. What if? Qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Et dans tout ce qu'on pourrait faire, et c'est la réponse directe au prototypage, qu'est-ce qui excite les gens? What was? Qu'est-ce qui parle aux gens? Qu'est-ce qui fait envie aux gens? Et puis, c'est pas parce que ça fait envie que ça marche. Et donc, on est à la phase de test que Litka appelle What Works. Et Litka, professeur Litka, dans le MOOC, utilise un exemple intéressant parce qu'il nous décale des projets traditionnellement organisationnels et informatiques, qui est la fourniture de repas à domicile à des personnes handicapées et âgées. C'est un exemple réel déroulé aux Pays-Bas et avec l'étude qui amène à découvrir qu'en fait, ce qui fait que énormément de personnes âgées en particulier renonçaient à la livraison des repas et de fait en tirer des vrais problèmes de malnutrition ensuite, c'était par exemple qu'elle n'avait pas la main du tout sur le repas. Et donc, une des idées qui a émergé dans la phase d'idéation, dans le what if qu'on voit là, ça a été et si on leur donnait quelque chose à faire et qu'on livre le repas presque prêt, mais avec 2 ingrédients à mixer, avec la sauce à part et le plat. Et donc, apparemment, l'effet waouh a été là et l'expérience mise en œuvre montrait que, c'était parfaitement faisable et que ça avait effectivement un impact très fort. Question à la fois extrêmement bête mais extrêmement fondamentale, c'est au fait quand est-ce que ça fait sens, cette démarche du design thinking qui n'est pas très vieille, qui a une quinzaine d'années maximum. Cette démarche est vraiment pertinente quand la problématique est une problématique fondamentalement humaine, d'acceptation de quelque chose par les gens et que les gens sont éventuellement divers et que leur écoute est possible, alors même que on n'a pas de données analytiques préexistantes qui auraient été remontées par un système informatique préexistant, par des outils et autres. Donc, on est dans une démarche sur laquelle de l'analytique, du big data serait en l'air. Donc, il y a des sources de données, c'est les gens, mais c'est les seules sources de données. Il n'y a pas de source de données qu'on n'a qu'à aller chercher dans un entrepôt de données. Une autre dimension intéressante dans le design thinking, c'est de se dire, est-ce qu'on est dans une démarche très déterministe? S'il y a un petit nombre d'inconnus, on peut aller tout droit vers la solution en se basant sur ce qu'on a observé du passé et éventuellement avoir juste un test AB. On a un passé qui est un bon prédicteur du futur. On aura juste un test assez léger. Et dans quel cas une démarche analytique classique, dans quel cas le design thinking va fonctionner, est à mon avis assez clair. Il manque juste une case et que j'ai volontairement pas rajouté au tableau du professeur Litka, c'est aussi l'acceptabilité du design thinking, l'acceptabilité de l'écoute par l'entreprise qui va produire quelque chose. Comment ce type d'approche est mis en œuvre dans ton cabinet, Marianne? En fait, quand Jean, toi, tu as abordé le design thinking et le lien avec l'accompagnement au changement, ça m'a fait penser à ce que nous, on fait dans notre cabinet. Donc, en fait, moi, je travaille toujours, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais de l'accompagnement au changement dans un cabinet qui fait des projets immobiliers, donc de la définition de la stratégie immobilière aux travaux et puis après à l'aménagement des espaces. Et dans tout ça, l'équipe dans laquelle je travaille à l'accompagnement au changement, donc au cadrage et puis justement à la place de l'humain dans tous ces projets immobiliers et puis après l'appropriation des espaces et puis le retour sur expérience. Du coup, j'ai repris dans cette slide entre guillemets la méthodologie un peu du design thinking avec les étapes dont tu as parlé tout à l'heure, Jean, le fait de définir, de faire une idéation, etc. Et en fait, je l'ai mis en parallèle
d'une démarche en fait de co-conception d'espaces de travail. Donc là, ça va être un exemple concret. On a un client qui veut refaire ses espaces de travail pour les adapter. Pour les adapter à leur manière de travailler, à leurs besoins actuels. Et donc, du coup, dans cette étape-là, on va, en plusieurs étapes, suivre un peu les étapes du design thinking pour construire des espaces de travail qui leur correspondent. Notre démarche là dans la co-conception des espaces, c'est quoi? C'est définir les personas, donc les profils, ce qu'on avait dit tout à l'heure. Dans ce qui correspond à la deuxième étape, rechercher l'idéation, c'est nous, on va rechercher qu'est-ce qu'ils font, quels sont leurs usages quand ils sont au bureau. Et puis après, dans la produire des idées, on va imaginer les espaces qui leur correspondent. Donc, on va les utiliser en fait pour qu'eux, ils nous racontent et qu'eux-mêmes, ils imaginent les espaces qui peuvent leur correspondre. Ensuite, on va les faire travailler sur la construction des plans d'aménagement eux-mêmes. Après, bien sûr, tout le monde n'est pas architecte ou designer. On va faire des études de faisabilité par rapport à ce qu'ils ont proposé. Et dans l'idée de faire un peu des prototypes, etc., on va pouvoir leur faire des 3D, les faire imaginer, enfin leur montrer concrètement ce qu'ils ont imaginé. Et puis ensuite, on va faire les travaux et puis le retour sur expérience des espaces qui auront été construits. Du coup, concrètement, si tu veux passer, Jean, comment on fait? On va identifier les différents profils en fait dans l'organisation, dans l'entreprise, et ça va constituer nos personas. Donc là, sur cette slide, on a identifié 4 types de personas. On va avoir les collaborateurs qui sont nomades dans les espaces, les collaborateurs qui sont sédentaires, qui restent tout le temps à leur poste. On va avoir ceux qui sont plutôt managers, qui ont des besoins de confidentialité. Et on va identifier une 4e persona là qui est les visiteurs. C'est ceux qui viennent dans les espaces de travail, mais qui ne sont pas là tous les jours et qui ont besoin d'espaces de travail, mais pas de manière continue. Ça c'est la première étape. On définit les personas. Le besoin, il est défini parce que c'est déjà construire les espaces de travail. Une fois qu'on a nos personas, on va inviter les personnes participant aux ateliers à décrire plus précisément les usages, ce qu'ils font. Donc là, concrètement, dans ce cas-là, ça va être expliciter qu'est-ce qu'ils font au travail, qu'est-ce qui fait la particularité en fait de leur persona. Donc on va dire par exemple les managers ou les RH, des personnes qui vont avoir des besoins de confidentialité, donc qui vont avoir besoin de s'extraire si par exemple ils sont en flex office ou en open space, ils vont avoir besoin d'avoir des espaces où ils peuvent s'isoler, etc. Donc en fait on va amener les personnes à décrire leurs particularités par rapport aux autres profils dans l'entreprise. Et ensuite, on va leur demander d'imaginer les espaces préférés dans lesquels ils ont envie, enfin, en tout cas, leur persona a envie de travailler, dans lesquels ils se sentent le mieux. Donc ça, c'est pour la 3e étape, la description des usages. Une fois que les personnes, elles auront fait ça, elles auront choisi leurs espaces préférés. Jean, si tu veux passer à la slide suivante, on va leur montrer les espaces de travail dans lesquels ils peuvent travailler aujourd'hui et on va les faire travailler. Donc là, par exemple, ce sont des postes de travail, des bureaux individuels, des bulles, des cabines téléphoniques, des espaces ouverts, des espaces collaboratifs et toutes sortes d'espaces. On va leur présenter en fait tous les espaces et à la slide suivante, Jean, s'il te plaît, on va les faire travailler sur un plan d'aménagement. Donc, là, à gauche de la slide, vous voyez un extrait de plan. Et on va en fait leur donner des petites vignettes. C'est un atelier qu'on fait souvent. On va leur donner des vignettes avec des espaces de travail et on va leur proposer en fait de construire eux-mêmes leur plan d'aménagement, donc d'installer des postes de travail, des bureaux individuels, des bulles, des espaces collectifs. Et on va leur demander en plus d'expliquer pourquoi ils ont construit ces espaces de travail et à quelles problématiques ça répond. Si je peux juste intervenir là, Mariam. Oui, bien sûr. C'est en fait l'étape dans laquelle la démarche que tu décris est une variante super intéressante du design thinking, puisque là, tu fais faire vraiment plus concrètement le travail
par le client. Dans le Oui, c'est design ça. thinking traditionnel, le client valide, mais ne conçoit pas. Oui, Donc c'est une variante, et c'est surtout pas pour critiquer la manière dont vous le faites, c'est juste pour que tous ensemble, on voit bien que vous allez plus loin dans le design thinking que le design thinking, vous mettez plus en action le client. En quelque sorte, vous le mettez quelque part entre l'idéation et presque le prototypage. Parce que quand il commence à mettre ses gommettes et ses différents sous-modules euh, placés, tu veux que je passe à l'écran suivant d'ailleurs pour montrer ce que ça donne ou oui, si comme tu veux. tu souhaites. Oui, 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 vas-y, je sais plus ce qu'il y a après. Voilà, c'était ça. Ah oui, voilà, pardon. Vous faites vraiment faire par le client ou, ou ensemble avec le client une étape qui, en design thinking de base, aurait été plutôt dans l'équipe et uniquement validée a posteriori. Mais je Oui, te. et c'est ça qui me semblait aussi intéressant alors là, là pour recontextualiser, du coup, les clients dans l'atelier ont placé leur vignette et ont construit eux-mêmes les plans qui, pour eux, correspondaient aux espaces dont ils avaient besoin. Ça, c'est des plans qu'on reprend en atelier et puis après qu'on peut mettre en 3D pour que les personnes se rendent compte de leurs espaces. Et pour faire le lien avec ce que tu disais, Jean, en fait, c'est ça qui m'a interpellée, c'est qu'effectivement, on fait travailler les clients, même on les fait participer à la définition des personas, on les fait participer à la co-conception. Et pour moi, c'est là aussi le lien avec la conduite du changement, c'est que pour moi, la conduite du changement, bah, c'est mettre l'humain au corps du projet. Là, sur le projet, on va aller chercher carrément les parties prenantes, les collaborateurs pour co-construire le projet. Et pour moi, cette démarche en fait de co-construction qui peut être apparentée un peu à du design thinking, en fait, c'est un élément clé en fait de la conduite du changement parce qu'en faisant participer les collaborateurs à la co-création, à l'idéation, etc., on va les amener à exprimer leur résistance, on va pouvoir en fait, y répondre, on va pouvoir en fait les faire participer au projet pour enfin les rendre moteurs. On va pouvoir en fait toute cette démarche en fait de co-construction va répondre un peu aux défis de l'accompagnement au changement et à comment on peut mener le projet en incluant l'humain au cœur du projet. Voilà. Je sais plus s'il y avait une slide après, mais ouais. Donc voilà, en gros, ce que j'avais à raconter, cet exemple en fait de co-conception en suivant un peu les étapes du design thinking, pour moi, c'est vraiment mettre l'humain au cœur du projet et du coup accompagner le changement de cette manière-là. Merci beaucoup, Mariam. Effectivement, enfin, c'était le titre qu'on avait choisi de donner, hein, c'est le design thinking et l'expérience utilisateur. C'est vraiment de mettre l'humain au cœur du projet et pas seulement au cœur du déploiement du projet, comme on va chercher à le faire en tant que conducteur du changement, mais bien au cœur de la conception même du projet. C'est ça la différence fondamentale, je dirais, par rapport à d'autres projets dans lesquels nous, conducteurs du changement, on va faire avaler quelque chose qui a été un plat, qui a été défini en ayant plus ou moins travaillé sur les besoins, les souffrances, etc. Du client. Là, on a vraiment mis le client, l'humain, au centre de la démarche, y compris de la démarche de conception. Puisque, une fois de plus, design thinking, c'est au démarrage une conception de produits et de solutions. Et puis, il y a plein de choses qui sont, exactement comme la co-création de Mariam, des hybrides. Nous, il y a quelque chose qu'on fait beaucoup et qui est devenu très classique dans les sociétés de services. On prend les processus, ou le processus, ou les 2 ou 3 processus les plus importants dans lesquels on interagit avec un client, et on analyse processus par processus avec des représentants du client quand il est heureux ou quand il est malheureux, quand le process va tout seul ou quand le process est pénible, lourd, difficile. Et donc, revoir un processus, non pas sous l'angle de son efficacité technique, mais sous l'angle de sa perception par le client, c'est un autre enfant naturel, si j'ose dire, du design thinking et du lean management. Cette notion de météo du process, elle est pas mal, finalement. Tu faisais allusion. Est-ce que les gens se sentent bien avec ça ou pas? Ouais. C'est intéressant de travailler ça lorsqu'on met en place des ERP. Absolument.
Absolument. Ou nous, la première fois que je l'ai utilisé, c'est quand j'étais responsable de qualité. Là, je donnerai pas non plus la société. On avait fait ça avec des clients qui commençaient à être fâchés avec nous, et on leur demandait quels sont les deux, trois processus, en général gestion des changements et gestion des incidents ou des problèmes, très très classiquement. Comment ça se passe pour vous, notamment la gestion des changements, au sens changement technique. Vous demandez un changement, ben, il se produit jamais parce qu'on le valide jamais. Ah ben non, c'est pas nous qui le validons jamais, c'est vous qui le validez, etc., etc. C'est un bon moyen d'écouter des sujets qu'on a choisi de pas entendre jusqu'à présent ou dont on était juste simplement aveugle. Donc, je pense que les deux côtés, user journey, voyage de l'utilisateur dans un processus, et Canvas sont deux outils fantastiques pour illustrer et concrétiser l'intelligence collective. Si Mariam n'arrive pas à se reconnecter, j'ai juste un tout petit commentaire sur aussi. Vous avez vu que la trame de Mariam est vraiment bien foutue pour faire exprimer par les gens leur expérience. Et il y a je vais revenir dessus. Il y a la pudeur classique des sociétés, les particularités, les espaces préférés. Quelles sont vos souffrances aujourd'hui? Quelles sont les choses qui ne marchent pas aujourd'hui? Pourraient être, si vous le sentez raisonnablement, une rubrique qui serait ajoutée. Dans le modèle Canvas, la souffrance, l'identification de la souffrance est un élément extrêmement important parce qu'il est facile à vendre. La suppression d'une souffrance est évidemment beaucoup plus facile à vendre qu'un gain hypothétique plus éthéré, je dirais. Et donc, en rebondissant sur ce que disait Mariam, on a mis dans la démarche du design thinking et d'analyse d'un parcours utilisateur, on a mis l'utilisateur au centre du projet, et donc de fait, on a déjà commencé à faire de l'accueil du changement. De fait, on s'est donné des chances d'identifier et surtout de réduire les résistances. Ce que je vous propose, c'est d'essayer peut-être de compléter un peu ce tableau. Qu'est-ce qui vous semble être des apports des démarches centrées sur la personne pour la conduite du changement? Quelles sont éventuellement les difficultés ou les limites ou les risques? Et suggestions. Donc, allons-y, je vais taper ce que vous direz. Donc, soit vous le rentrez dans le chat, soit vous... Moi, j'avais juste une remarque sur les difficultés et les risques. Le fait de mettre les personnes, en tout cas dans ce que je propose moi, c'est-à-dire de le faire dans la co-construction, ce que j'ai présenté, c'est la difficulté et le risque, ça peut être la déception, ou en fait le fait de demander aux gens et de les faire participer, c'est pas forcément parce qu'ils auront donné leurs idées ou qu'ils auront participé au processus, qu'ils vont avoir au final ce qu'ils ont demandé. Et il faut faire très attention à tout ce qui est communication dans ce moment-là, parce que c'est vrai que les faits d'incorporer les gens dans le processus, ça peut être très positif, comme ça peut être décevant et négatif à l'arrivée. Absolument. Ça te va la manière dont je l'ai retraduit dans le slide? Oui, très bien. Et le consensus, le résultat final, soit la faisabilité tout simplement, soit Oui, le aussi. consensus, peuvent être différents des attentes d'une personne. Et si cette personne-là est influente, est une grande gueule, etc., ça peut vous compliquer la vie. Moi, je vois une deuxième difficulté qui est en même temps un atout, mais vous avez des sociétés, des climats sociaux dans lesquels, enfin, exactement, des sociétés dans lesquelles le climat social n'est absolument pas traditionnellement à l'écoute, et le fait de mettre en place un schéma de co-construction va être accueilli avec, au mieux, scepticisme, au pire, qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer de nous manipuler? Et donc, il peut y avoir une difficulté qui est l'adéquation au climat social. Ce qui ne veut pas dire que ce ne soit pas une merveilleuse occasion de le changer, mais ça sera quand même du boulot.
mais ça commence même encore plus en amont. On sait qui va être interviewé, expliquer comment le processus d'interview va fonctionner, comment est-ce qu'on va collecter les volontaires, est-ce que ça va être tout le monde avec des outils de collecte permettant les grands volumes? Est-ce que ça va être une recherche de représentants? Comment est-ce qu'on va restituer à tous les gens qui ont été écoutés ce qu'ils ont dit, parce qu'on n'est jamais à l'abri de ne pas avoir compris une interview, et a fortiori, on n'est jamais à l'abri de mal avoir consolidé. C'est la deuxième phase du design thinking, cette phase extrêmement critique de consolidation du besoin. Donc il y a un vrai travail lourd de communication qu'on n'aurait pas forcément dans un projet de changement plus top-down, plus vertical, parce que cette communication-là n'aurait lieu qu'à l'intérieur de l'équipe projet. Là, elle intéresse tout le monde et non pas seulement le seul cœur de l'équipe projet. Alors, avantages et apports. J'aurais dit en fait que c'est la validation, être sûr de coller au mieux au désir et rendre un livrable qui est conforme en fait aux besoins, puisque les parties prenantes font partie du processus de construction. Et merci Johanne. Et lui, pardon. Dans l'idée de la mise en œuvre, oui, ou la mise en œuvre, en fait. Parce que, ouais. Voilà. Absolument. Aussi, quand vous disiez tout à l'heure, vous avez parlé des. Si tu peux repasser la diapo, là, celle de juste avant. Oui, non, c'est celle qu'on est en train de remplir, là. Ouais. Et vous disiez, voilà, l'adéquation au climat social local. Est-ce que dans effectivement des entreprises où il y a un climat un peu frontal, notamment avec des IRP très présentes, un dialogue difficile, il n'y a pas finalement une nécessité d'apprivoiser les IRP avec cet outil-là, en leur expliquant un peu à minima comment ça marche, pour leur dire qu'on a besoin de leur avis finalement, et qu'on a réellement besoin de leur avis, qu'on ne peut pas forcément leur garantir que ça ira dans le sens de ce qu'ils veulent, mais qu'on peut leur garantir qu'on prendra leur avis, et de façon à éviter que ça soit perçu comme une manipulation. Est-ce qu'il n'y a pas un mode d'emploi particulier qui serait lié à l'expérience, évidemment, dans les sociétés en conflit, avec notamment un poids des IRP, ce qui n'est pas pareil qu'un conflit anarchique? C'est un point intéressant, André. Effectivement, c'est à double détente d'ailleurs ce que tu viens de dire. Il y a évidemment à gérer ce que tu as évoqué, mais en même temps, il y a aussi au sens écouter les salariés, ce au quoi les IRP sont sensibles, mais il y a aussi le deuxième effet qui se coule, qui est, mais au fait, si vous vous mettez à écouter tout le monde, et nous et donc se pose la question de comment je maintiens ou pas une place particulière pour les IRP dans le processus. Je ne sais pas comment Mariam le fait avec son cabinet. Ouais. Justement, nous, on essaye d'intégrer le maximum les IRP et en tout cas, nous, en tant qu'animateurs, etc., dans la gestion des ateliers, on essaie de savoir qui est IRP. On va aux ateliers, enfin, on leur donne une place spéciale, en tout cas, nous, dans la gestion de nos ateliers. Et après, on les fait participer un maximum au même titre que les ambassadeurs ou les collaborateurs. Sachant que eux, en fait, ils ont aussi un traitement spécifique à part dans la gestion du changement et avec toutes les consultations, etc. Mais c'est vrai que dans les ateliers, on essaie de les faire participer un maximum. On peut même se poser la question, faut-il à un moment donné avoir des ateliers dédiés aux IRP ou pas, avec des avantages et des inconvénients lourds. Mais en tout cas, merci Mariam pour ce partage d'expérience sur un point qui est à mon avis important et compliqué. Oui. Et très dépendant des sociétés. Très, très dépendant des sociétés. Mais après, pour les IRP, ça peut être aussi des ateliers de sensibilisation au design thinking, aux démarches participatives en amont du projet pour bien leur faire comprendre de comment ça va se passer et les rassurer et ensuite les intégrer au même titre que les autres participants. Mais ça peut être aussi de prévoir en fait
un moment spécial pour leur expliquer cette démarche un peu particulière. Enfin, qui peut paraître particulière pour certains. C'est un peu à ça que je pensais. Faut pas qu'il y ait un boulet rouge sur le truc. Absolument. Merci Mariam et André. D'autres réactions, d'autres commentaires avant qu'on ne close cette session? Sinon, un grand merci pour votre participation et tout particulièrement à Mariam et à vous tous et vous toutes. J'espère que ça vous aura donné envie d'utiliser des techniques de co-construction dans la vraie vie, parce que c'est à la fois passionnant et efficace, et que je pense qu'avec les difficultés que nous avons aujourd'hui en entreprise à motiver les salariés, à les garder motivés, c'est un moyen de les garder motivés autour des transformations nécessaires et de plus en plus continues qu'ils sont amenés à vivre.